Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue pour ce nouveau webinaire de MyRH Line, l'instant juridique avec Workwise Avocat. Je suis Philippe Casello, avocat au barreau de Paris, associé du cabinet Workwise Avocat, cabinet d'affaires dédié au droit social. Et aujourd'hui, nous allons nous intéresser pour une série, un premier épisode d'une série de 2 webinaires sur les licenciements collectifs et aujourd'hui les aspects pratiques des licenciements collectifs de moins de 10 salariés, donc moins de 10 licenciements. Alors, encore une fois, l'idée n'est pas de faire un cours de droit sur qu'est-ce qu'un motif économique, même si je vais évidemment y revenir, mais comment on met en place la procédure de consultation très théorique, etc. C'est vraiment de se mettre à la place du directeur des ressources humaines ou des relations sociales. Comment doit-il réagir à l'annonce d'un projet, d'un projet de la direction de réorganisation, et là aujourd'hui, qui concerne donc moins de 10 licenciements. Alors, je dirais que quand on apprend l'intention de la direction de mettre en place un projet de licenciement de moins de 10 salariés, donc moins de 10 suppressions de postes, il y a des points à vérifier immédiatement quand on est DRH. C'est des points à vérifier immédiatement pour ne pas perdre de temps plus tard, parce que le temps est bien sûr important. Et quand il va s'agir de rédiger soit les lettres de licenciement ou la documentation du CSE, s'il y a un CSE, j'y reviendrai, il y a des points à éclaircir tout de suite pour pas perdre de temps plus tard. Et le premier qui vient en tête, c'est voilà, on a des postes à supprimer, il va donc falloir faire un choix entre les salariés qui doivent être concernés par une mesure de licenciement. Tout d'abord, c'est est-ce que mes critères d'ordre, pour l'application de mes critères d'ordre, est-ce que j'ai les informations à jour pour mes critères d'ordre? Et surtout, le critère qui pose le plus de difficultés en général, c'est celui des compétences, des qualités professionnelles. Suis-je à jour sur l'appréciation des qualités professionnelles de mes salariés? En particulier, suis-je à jour de mes évaluations annuelles? Si c'est le cas, c'est bien. Si c'est pas le cas, il faut d'ores et déjà et très rapidement réfléchir aux qualités professionnelles que l'on va pouvoir comparer entre les salariés pour pouvoir faire tourner les critères d'ordre. Et ça, c'est un point sur lequel on perd souvent beaucoup de temps plus tard, au stade de la rédaction de la documentation ou de la mise en œuvre des licenciements, parce qu'on n'a pas anticipé suffisamment le sujet de l'application des critères d'ordre et surtout de la pondération des qualités professionnelles. Alors, pourquoi c'est important? Parce que vous le savez, on doit prendre en compte dans le choix, enfin dans l'application des critères d'ordre, tous les critères prévus par le texte ou la convention collective, et on ne peut pas en neutraliser certains. Et donc, notamment, on ne peut pas neutraliser le critère des compétences et des qualités professionnelles, ce qui nous oblige à trouver de toute façon des critères, enfin des qualités professionnelles à jour et objectivement définis pour tous les salariés, pour nous permettre de faire un choix. Et donc vraiment un des premiers, je dis pas que c'est le premier, mais un des premiers sujets à avoir en tête, c'est ça, c'est est-ce que je suis à jour sur ça? Et si je ne suis pas à jour, qu'est-ce que je peux déjà mettre en place comme chantier pour préparer ce sujet qui de toute façon va surgir dans les semaines à venir? Le deuxième sujet qu'il faut garder en tête et sur lequel aussi on peut perdre du temps plus tard, c'est, pour appliquer les critères d'ordre, encore faut-il avoir des catégories professionnelles. Est-ce que mes catégories professionnelles est-ce que j'ai une base existante de catégories professionnelles? Est-ce que j'ai une idée des catégories professionnelles qui existent dans mon entreprise? Est-ce que j'ai déjà eu à les définir précédemment, soit pour une précédente réorganisation, soit pour l'application d'un précédent accord, que sais-je, de GPEPP ou autre? Et si c'est pas le cas, c'est un chantier à mettre en œuvre très, très vite, parce que là encore, au stade de la rédaction de la documentation ou de la mise en œuvre des licenciements, et ben c'est voilà, c'est un peu tard pour se plonger dedans. C'est quelque chose qui prend du temps, de regarder chaque poste dans l'entreprise, de les regrouper donc par similarité, et donc de placer chacun des postes dans des catégories qui sont bien définies, sans être trop étroites ni trop larges. C'est quelque chose qui prend du temps, donc là encore, un des premiers chantiers à lancer,
c'est de voir si on est au point sur les catégories professionnelles. Donc, les critères d'ordre, les catégories professionnelles, et aussi quand on vous annonce l'intention de mettre en place un projet de licenciement collectif, il faut aussi regarder où on en est des procédures à la fois de recrutement et de rupture actuellement. Parce que vous le savez, quand on calcule le seuil, les seuils de suppression de postes qui déterminent la procédure applicable, il faut prendre en compte toutes les suppressions de postes et donc toutes les modes de rupture qui mènent à des suppressions de postes, y compris par exemple les ruptures conventionnelles. Donc si la direction a en tête de supprimer X postes et qu'en réalité on a déjà mis en œuvre des suppressions de postes par rupture conventionnelle récemment, ou par licenciement individuel pour motif économique, en fonction de quand ces licenciements ont été, ou ces ruptures ont été mises en œuvre, il faut les inclure dans le seuil de calcul, et donc on peut dépasser le seuil auquel on pensait de 9. Et donc on peut passer très vite à 10 licenciements ou plus, et donc bah, c'est plus la même histoire, c'est plus la même procédure. Donc il faut faire un état des lieux de ce qui a été fait récemment et de ce qui est en train d'être fait aussi. De même pour les procédures de recrutement. Vous le savez, on a l'obligation de reclassement interne avant de notifier des licenciements pour motif économique. Et donc la recommandation qui est généralement faite, c'est de geler les embauches dès l'annonce d'un projet de licenciement collectif, donc d'arrêter les recrutements. Pourquoi? Pour maximiser d'une part les chances de reclassement interne des salariés qui seraient concernés par une mesure de licenciement, c'est la première chose, et aussi pour ne pas qu'on vous reproche d'avoir fait échec à cette procédure de reclassement interne. Donc, dès l'annonce du projet, une checklist à faire immédiatement. Est-ce que je suis à jour sur mes critères d'ordre? Est-ce que je suis à jour sur mes catégories professionnelles? Et où j'en suis de mes procédures, à la fois de recrutement et de rupture des contrats de travail, pour vérifier que mon calcul de seuil est bon, et pour ne pas, je dirais, se voir critiquer sur les recrutements un échec à la procédure de reclassement interne. Bon. Ça, c'est les premiers points auxquels vraiment il faut penser, parce que ça peut retarder la suite, ou s'avérer des problèmes ensuite pour la mise en œuvre. Alors, évidemment, je vous l'ai dit, je ne vais pas faire un cours de droit sur le motif économique, mais je vais quand même y revenir, parce que la lecture du texte, même s'il a été réécrit par les ordonnances Macron et qu'il est beaucoup plus clair qu'avant, il continue à poser des questions. Ce qu'il faut se poser comme question pour mettre en place correctement le projet de licenciement collectif, c'est évidemment également donc de déterminer le motif. Alors, on ne le fait pas tout seul. Il faut bien sûr être en lien étroit avec le service finance, le service comptabilité, la direction de la société, pour savoir quel est le motif qui justifie le projet de licenciement collectif qui est envisagé. Alors, vous le savez, le Code du travail définit maintenant ce que sont des difficultés économiques, alors qu'il n'y a pas que des difficultés économiques qui constituent un motif économique, il y a aussi les mutations technologiques, la sauvegarde de compétitivité et la cessation d'activité. Mais bon, le motif qui est, je dirais, le plus souvent invoqué, qui est le plus classique, c'est le motif des difficultés économiques. Et sur ce motif des difficultés économiques, le Code du travail donne quelques exemples. C'est les exemples qui sont donc mentionnés au petit 1 de L233, c'est des difficultés économiques caractérisées soit par l'évolution significative d'au moins un indicateur économique, tel qu'une baisse des commandes ou du chiffre d'affaires, perte d'exploitation, dégradation de la trésorerie ou de l'excédent brut d'exploitation, ou tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés. Et ensuite, le Code nous donne vous le savez, des seuils d'appréciation de la baisse significative de ces indicateurs économiques, et en réalité, cette baisse significative qui est illustrée par le Code ne concerne que deux indicateurs économiques. Ça ne concerne que la baisse des commandes ou du chiffre d'affaires. Et donc, pour être considérée comme significative et justifier des difficultés économiques, la baisse des commandes ou la baisse du chiffre d'affaires doit être de un trimestre d'une année sur l'autre pour l'entreprise de moins de 11, ou 2 à 4, ensuite en fonction de la taille de l'entreprise. Mais ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ces seuils de comparaison, ces trimestres de comparaison
d'une année sur l'autre ne s'applique que, selon le Code du travail, hein, pour savoir si l'évolution des commandes ou du chiffre d'affaires est considérée comme une baisse significative d'une année sur l'autre. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire que pour tous les autres indicateurs économiques, les pertes d'exploitation bien sûr, la dégradation de la trésorerie ou tout autre indicateur économique qui est pertinent dans votre entreprise, la comparaison d'un trimestre sur l'autre en fonction de la taille de l'entreprise, tel que prévu par l'article L233, n'est pas réellement pertinent, hein, puisque encore une fois, ces comparaisons d'un trimestre à l'autre ne visent que la baisse des commandes ou la baisse du chiffre d'affaires. Et donc, il vous est tout à fait possible de caractériser des difficultés économiques sans devoir comparer d'une année sur l'autre, eh bien, si vous avez des pertes d'exploitation qui sont importantes, une baisse de trésorerie qui est importante, ou tout autre élément qui ne nécessite pas de comparer d'une année sur l'autre, d'un trimestre sur l'autre, l'évolution, puisqu'encore une fois, ça ne concerne que le chiffre d'affaires ou la baisse des commandes. Alors, sans revenir sur les autres motifs dans le détail, genre, bon, les mutations technologiques, on sait que ce sont des cas qui sont très limités, puisqu'il faut vraiment une mutation technologique qui soit d'une ampleur tellement importante qu'elle bouleverse en réalité la structure de l'entreprise ou son organisation, ce qui justifie de modifier ou de supprimer des postes. La question qui se pose en ce moment, c'est est-ce que l'intelligence artificielle est une mutation technologique au sens de ce texte qui pourrait justifier des suppressions de postes? Alors, il n'y a pas de réponse claire. En termes d'éléments de réflexion, ce que l'on sait, c'est que l'intelligence artificielle est déjà utilisée dans pas mal d'entreprises, à vrai dire quasiment dans toutes, et dans pas mal de logiciels déjà. Donc, est-ce que c'est à considérer comme une mutation technologique en tant que telle, c'est-à-dire quelque chose de vraiment nouveau qui débarque un jour dans l'entreprise sans être déjà existant et qui modifie réellement l'activité de l'entreprise ou son modèle économique? Voilà, la question est ouverte, c'est pas du tout certain que ce soit le cas. Donc l'intelligence artificielle en tant que telle, en tant que mutation technologique, sachant qu'elle est déjà mise en œuvre dans pas mal de logiciels et qu'elle est mise en œuvre de façon progressive, est-ce que ça va justifier des licenciements économiques sur ce motif? Rien n'est moins sûr. La sauvegarde de compétitivité, vous le savez, c'est un motif qui est plus délicat à mettre en œuvre que les difficultés économiques parce que ça implique de se comparer en fait à la concurrence. Il faut démontrer que l'activité de l'entreprise, qui peut-être n'est pas en difficulté aujourd'hui, le sera demain par rapport à ses concurrents et la survie en gros de la société, la survie de l'activité est en jeu si on ne se réorganise pas. Donc c'est un motif qui est beaucoup plus incertain dans sa démonstration puisque c'est moins objectif, c'est nécessairement prospectif et surtout ça implique de faire voilà, une comparaison du marché, de ce qui existe sur le marché, de ses concurrents et montrer qu'en fait on va perdre des parts de marché et à terme on va disparaître si on ne se réorganise pas. Donc c'est un motif alors, qui est très utile quand on ne connaît pas de difficultés économiques actuelles, mais qu'on en anticipe, ça c'est certain. Mais c'est un motif qui se prépare et qui nécessite une documentation assez sérieuse pour pouvoir être substantiel et justifier proprement un projet de licenciement collectif. Et puis bon, la cessation d'activité, c'est un motif beaucoup plus simple. Il faut que, voilà, une cessation d'activité totale de l'entreprise, pas d'un établissement, ni d'une partie de l'activité de l'entreprise, mais une cessation d'activité de l'entreprise, en gros, une liquidation, hein, voilà, une fermeture pure et simple de l'entreprise. Attention dans l'hypothèse des groupes, il ne faut pas que cette cessation d'activité repose sur une décision, une légèreté blâmable de l'actionnaire, auquel cas, le licenciement pourrait être considéré comme sans cause réelle et sérieuse. Alors, les points à avoir en tête et les aspects qu'il faut préparer dans leur rédaction pour des licenciements collectifs de moins de 10. Alors, j'ai mis ici quelques exemples, mais c'est ce qu'il faut avoir en tête vraiment pour préparer ce licenciement. Comme je vous l'ai dit, une fois que vous avez vérifié, que vous avez lancé les chantiers des critères d'ordre et surtout des évaluations annuelles, voir si elles sont à jour. Vous avez lancé le chantier de l'identification des catégories professionnelles. Vous avez fait un petit bilan de où vous en êtes sur les ruptures et sur les embauches. Que vous avez fait le point avec la direction, le service finance sur le motif économique. Ensuite, il faut préparer, je dirais, la mise en œuvre pratico-pratique, donc la rédaction des éléments.
La première chose à faire, c'est de préparer la procédure de reclassement interne. La procédure de reclassement interne, si vous êtes dans une entreprise qui n'appartient pas à un groupe, c'est relativement simple. Vous faites un audit des postes vacants qui ne sont pas supprimés dans le cadre du projet, puisqu'on peut très bien imaginer que l'on supprime des postes vacants dans le cadre du projet de réorganisation et de licenciement collectif. Dans quel cas, ces postes vacants qui sont supprimés ne sont pas ouverts au reclassement, par définition. En revanche, les postes vacants qui ne sont pas supprimés dans le cadre du projet, sont des postes ouverts au reclassement. Dans l'entreprise, c'est assez simple, vous savez très bien quels sont vos postes. En revanche, quand vous appartenez à un groupe de sociétés, là, il vous revient d'interroger vos sociétés, les sociétés qui appartiennent au groupe, pour leur demander quels sont les postes qui sont vacants, avec tout un tas d'informations à demander sur le poste, la qualification, le salaire, le lieu de travail, etc. La liste des informations à communiquer figure dans la partie réglementaire du Code du travail. Et donc, la recommandation, c'est de faire des lettres en bonne et due forme, des lettres ou des mails, d'envoi de cette demande à tous les RH du groupe pour leur demander de vous faire un retour sur l'intégralité des postes vacants, pour justifier du fait que vous avez procédé à une recherche sérieuse de l'intégralité des postes qui peuvent être proposés au reclassement interne dans le cadre du projet de licenciement collectif. Donc il faut faire les demandes de postes vacants au sein du groupe, d'une part, puis il faut aussi bien sûr préparer le courrier de proposition de reclassement aux salariés. Alors, vous savez, depuis les ordonnances Macron, on peut procéder par deux moyens, soit comme avant, proposer individuellement des postes hors classement à chaque salarié dont le licenciement est envisagé. C'est donc des offres individuelles de reclassement et des offres personnalisées de reclassement, ou plus simple, vous envoyez l'intégralité, donc la liste de l'intégralité des postes vacants à tous les salariés dont le licenciement est envisagé, à charge pour ces salariés dont le licenciement est envisagé, de se porter candidat sur un ou plusieurs de ces postes vacants, et ensuite à charge pour vous de vérifier l'adéquation entre les compétences requises pour le poste et le profil des salariés. Alors la recommandation, et ce qu'on voit maintenant de plus en plus, c'est cette deuxième formule, donc l'envoi de l'intégralité des postes vacants aux salariés concernés. Ça évite qu'un salarié qui serait licencié in fine vous reproche de ne pas avoir proposé tel ou tel poste si vous avez opté pour la première option, c'est-à-dire pour l'envoi de propositions individualisées. Au moins, en envoyant l'intégralité des postes vacants, le salarié est au courant de tous les postes vacants dans l'entreprise. Et s'il considère qu'il peut en occuper un ou plusieurs, il peut parfaitement se porter candidat. Et donc, on ne peut pas vous reprocher d'avoir, caché tel ou tel poste ouvert au reclassement. Alors ensuite, à préparer, soit dans le cadre de la lettre de licenciement ou de la proposition du CSP d'ailleurs, soit de la documentation à remettre au CSE, j'en ai déjà parlé, c'est l'explication du motif économique. C'est quelque chose à faire assez en amont parce que c'est long, il faut vraiment que ce soit substantiel, il faut expliquer le motif économique, d'une part, avec les indicateurs économiques si on est en difficulté, ou l'étude de marché si on est en sauvegarde de compétitivité. Il faut expliquer les conséquences de cette situation économique sur l'activité de l'entreprise et surtout sur l'organisation de l'entreprise, expliquer les situations de poste par poste, pourquoi on supprime tel poste, quelles sont les conséquences pour les autres salariés, y a-t-il un rapport de charge de travail ou pas. Donc ça, c'est quand même un élément qui est long et qui se prépare dès que possible, en fait. J'ai également mentionné ici les mesures sociales. Il faut tout de suite se poser la question, en fait, quel est le budget pour ces suppressions de postes? Qu'est-ce qu'on va proposer comme mesure sociale? Alors on peut faire le minimum, bien sûr, on est à moins de 10 licenciements, donc on n'a pas d'obligation de mettre en place un PSE. On peut se contenter vraiment du minimum. Néanmoins, il est de bonne pratique de prévoir des mesures complémentaires, surtout pour la formation, en vue de maximiser les chances de voir les salariés se reclasser en externe si leur classement interne n'est pas possible. Alors à ce sujet, j'ai mis ensuite la proposition du CSP, vous le savez, le CSP est à proposer au moment de l'entretien préalable au licenciement. Là, on est à moins de 10 licenciements, donc vous devrez tenir des entretiens préalables. Au cours de cet entretien préalable, vous remettez la proposition du CSP, et vous le savez, avec l'évolution de la jurisprudence, il est absolument indispensable que quand vous remettez cette proposition du CSP, vous remettiez également l'exposé du motif économique pour que le salarié, s'il décide d'accepter
le CSP, ce qui entraînera la rupture de contrat de travail, eh bien, au jour où il accepte le CSP, il a eu connaissance dans le détail du motif économique. Un arrêt a rappelé récemment également qu'il faut que le salarié ait été informé de la priorité de réembauche au moment où il adhère au CSP. Ce qui veut dire quoi? Que très concrètement, dans le courrier de proposition du CSP, quand vous allez lui remettre en main propre le CSP, vous lui remettez la documentation de France Travail, bien sûr, mais vous lui remettez une lettre complémentaire avec l'exposé du motif économique et toutes les conséquences de la rupture si jamais il décide d'accepter le CSP, et notamment, on vient de le dire, la priorité de réembauche. Si vous ne le faites pas et que le salarié accepte le CSP, ça ouvre droit à des dommages-intérêts pour absence d'information sur la priorité de réembauche. Voilà. Et dernier point que j'ai mentionné sur ce slide, c'est la lettre de licenciement, évidemment. Une fois que vous avez tenu vos entretiens préalables, alors j'ai pas mentionné la convocation d'entretien préalable, mais bon, ça c'est un document plus ou moins standard. J'ai mentionné la proposition de CSP, et donc la lettre d'information sur le motif économique et les conséquences de la rupture pour la remise du CSP. Et enfin, le dernier élément, c'est la lettre de licenciement qui doit rappeler en réalité toute la procédure de reclassement qui n'a pas abouti, la procédure de proposition du CSP si jamais le salarié n'a pas accepté le CSP, vous êtes contraint de le licencier. Et donc la lettre de licenciement, elle rappelle le motif économique, les conséquences de la rupture, les conséquences de ce motif économique sur l'emploi, hein, le fait qu'on doive supprimer son poste, etc., etc. Et donc tout ça, c'est des éléments qui prennent du temps et qu'il faut préparer dès que possible. Alors, dès que possible, bien sûr, dans la limite, je vais dire, de ce que vous devez faire pour éventuellement préparer la consultation du CSE. Alors, et j'en terminerai par là, parce qu'il est déjà 11h53 et le temps est compté, donc j'essaie de faire le plus vite possible. Mais quand la direction annonce son intention de lancer un projet de licenciement collectif, une des choses à checker également, bien sûr, c'est quelle est la procédure que vous allez devoir mettre en place. S'il n'y a pas de CSE dans l'entreprise parce que vous n'êtes pas soumis à cette obligation, non, si vous êtes soumis à cette obligation mais qu'il n'y a pas de CSE, il faut bien vérifier que vous avez un période de carence. Sinon, vous allez avoir des difficultés. S'il n'y a pas de CSE et qu'il y a de façon régulière, je dirais, pas de CSE, la procédure elle est assez simple, hein, c'est ce qu'on vient de dire, convocation des salariés à un entretien préalable. Donc, on fait d'abord tourner les critères dans les catégories professionnelles, on convoque les salariés à un entretien préalable, donc les salariés visés par les critères d'ordre qui sont donc concernés par des licenciements, une fois qu'on a tenté de les reclasser. Donc, on envoie les lettres de reclassement préalable, on laisse la procédure se faire. S'il n'y a pas de reclassement et que le licenciement est effectivement envisagé, on convoque l'entretien préalable, on remet le CSP, et ensuite, en fonction de l'acceptation ou pas, on envoie une lettre de licenciement. On peut aussi d'ailleurs envoyer des lettres de licenciement conservatoire, mais ça, c'est un autre débat. Si vous avez un CSE dans une entreprise de moins de 50 salariés, c'est donc un CSE avec des attributions limitées, la procédure, elle est assez simple, vous devez le consulter au titre du livre 1 du code, enfin la première partie du code. Donc alors, le nombre de réunions n'est pas prévu, mais on sait que le délai de consultation est d'un mois maximum. Alors évidemment, la recommandation est de tenir plusieurs réunions successives, ne pas se contenter d'une seule, ce qui pourrait paraître insuffisant pour valablement consulter le CSE, encore que c'est tout à fait possible. Et donc il faut remettre une augmentation écrite. Donc pareil, les informations qu'il faut remettre au CSE sont listées dans le code du travail, c'est notamment l'exposé des motifs économiques, les critères d'ordre, les catégories professionnelles, les mesures d'ordre économique envisagées, etc., etc. Et la procédure dure un mois, uniquement sur le fondement donc, de la première partie du code du travail. Une question se pose en pratique pour les entreprises de plus de 49 salariés, donc avec un CSE à attribution dite élargie. Là, il y a un débat qui est de savoir si on se contente de consulter sur la base de la première partie du Code du travail, c'est-à-dire on ne fait que la consultation des L230 et suivants, sur le petit licenciement économique qui inclut la partie économique, c'est-à-dire l'exposé du motif économique, ou faut-il aussi consulter, puisqu'on a un CSE avec des attributions d'un grand CSE, donc des attributions consultatives, faut-il également consulter sur la base du L2312-39 du code, donc la deuxième partie qui parle de la compression des effectifs.
Alors la recommandation, bien sûr, la plus sécurisée, c'est de considérer qu'il faut consulter sur, bien sûr, la base de la première partie du code, comme pour un petit CSE, mais également, puisque vous avez un CSE avec des attributions consultatives, sur la base du L2312.8, sur la marge générale de l'entreprise, et du L2312.39, compression des effectifs, puisque en réalité, aucun texte n'exonère l'entreprise de la consultation du CSE sur ces deux fondements quand on a un licenciement économique de moins de 10. Ça peut générer en pratique une difficulté qui est la suivante. Si le CSE décide de désigner un expert pour se faire assister sur cette deuxième partie, enfin sur cette consultation L2312.8, L2312.39 du Code du travail, le délai de consultation, mécaniquement, puisqu'il y a un expert qui est désigné, passe à 2 mois. Alors qu'on a une dichotomie entre le délai de consultation qui est de 1 mois sur la première partie et de 2 mois sur la partie économique / compression des effectifs. Alors là, en pratique, comment on gère? Le mieux, c'est de négocier un accord de calendrier pour soit allonger le délai de la première partie et mettre tout le monde à 2 mois, soit trouver un compromis voilà, pour réduire le délai de 2 mois à un délai plus court qui soit davantage en phase avec le délai de consultation sur la première partie. Et s'il n'y a pas d'accord, eh bien, il faut faire avec. Hein, c'est-à-dire qu'on peut se retrouver dans une situation un peu étrange où le CSE est réputé être consulté sur la première partie au bout d'1 mois, mais ne sera réputé être consulté sur la deuxième partie qu'au bout de 2 mois. Voilà. Donc ce sont des... Et là, encore une fois, ce sont des sujets, je pense, à traiter et sur lesquels il faut alerter la direction de l'entreprise très vite. Hein, si on a un grand CSE, donc CSE de plus de 49 avec des attributions consultatives, mais qu'on a un petit licenciement économique de moins de 10, on est dans cette zone grise où la procédure applicable n'est pas clairement définie, et il faut alerter tout de suite la direction sur le fait que il va peut-être falloir faire des choix, et peut-être que la procédure durera plus longtemps que prévu, notamment parce qu'il va falloir consulter sur la partie 2, voilà, enfin sur la deuxième partie du Code du travail, L2312.39. Voilà. Donc, ça, c'est vraiment les aspects pratico-pratiques, voilà, de mise en œuvre des licenciements de moins de... de mise en œuvre de moins de 10 suppressions de postes. Il est déjà quasiment midi, donc ça fait déjà quasiment... la demi-heure est quasiment passée. Je ne sais pas si vous avez des questions dans le chat. Je n'en vois pas. Dans 15 jours, je reviendrai sur les licenciements de plus de 9, donc avec PSE, hein, si vous avez plus de 50 salariés, les aspects pratiques à avoir en tête très vite, les bons réflexes à avoir quand vous avez voilà, un PSE à mettre en place, qu'est-ce qu'il faut faire d'abord, voilà, à quoi faut-il penser. Bon, bah écoutez, je vois qu'il n'y a pas de questions dans le chat et qu'il est midi. Donc je vais m'arrêter là. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je suis bien sûr à votre disposition pour en discuter. Merci beaucoup de votre attention et je vous dis, pour ceux qui le souhaitent, à dans 15 jours sur les licenciements de plus de 9 salariés. Bonne journée, au revoir.